Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des brebis galeuses, il y en a partout, même dans la maison de Dieu. L'histoire de ce soir est certes triste, mais elle se solde par une fin heureuse, on va dire, hein, comme ça, parce que notre invitée en question, elle aime sa fille de tout son cœur. On parlera de viol, parlera de viol pour libérer la parole. La parole libérée, elle a même déjà été faite. Est-ce que nous avons posté le thème sur la page Facebook de l'émission. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. Il y a des personnes qui nous ont contactés, des personnes qui, elles aussi, ont été victimes de viol. On en parlera ce soir. Et puis, en deuxième partie d'émission, on aura notre thème. Hein. Quelles sont les responsabilités de l'entourage des victimes de viol? On questionnera ces responsabilités-là ce soir. Et avec nous, pour en parler justement, Norbert Nadjié, bonsoir. Bonsoir Ali. Vous êtes psychologue. Exactement. Vous avez dit tout à l'heure que les psychologues ne parlent pas beaucoup. Exactement. Est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent beaucoup. La psychologie, c'est avant tout une vocation. Ça va dans la même logique que le métier de prêtre, où nous sommes faits pour beaucoup écouter, écouter et accompagner. D'accord. Mais on espère... J'espère que vous allez être un peu quand même détendu tout le long de l'émission parce que vous n'êtes pas dans votre cabinet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et puis Christine Moukoussa, bonsoir. Bonsoir Aline. Vous êtes responsable régional du RENATA, le réseau Réseau national des associations de tantines. Voilà. Et vous travaillez beaucoup avec les jeunes. Oui, les jeunes, les filles, mais les victimes de viol. C'est tous les jours facile. Ce n'est pas toujours facile, mais bon, on essaye de faire du mieux qu'on peut. C'est aussi une vocation, n'est-ce pas? Écouter. Oui, on écoute beaucoup. Oui. Et puis, on conseille, on sensibilise, on essaye de faire de notre mieux pour trouver des solutions. Alors, est-ce que tout le monde peut devenir tantine ou bien c'est une vocation, comme je disais tantôt? Bon, à la base, les tantines, c'est les filles mères. Comme je vous avais dit la dernière fois, c'est une association qui a été créée par des filles victimes de grossesse précoce. Donc, c'est essentiellement fait de filles, mais... On peut se former. Oui, on peut se former, voilà. D'accord. Alors, le docteur Magloire Ndormo, qui souvent a des positions un peu tranchées. Vous êtes sociologue, bonsoir. Bonsoir Aline. Oui. J'ai souvent des positions tranchées, mais vous savez que c'est par nécessité. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, le sociologue ne peut pas voir la société comme l'homme ordinaire. Nous avons notre manière de voir la société parce que nous l'avons étudiée et puis nous savons exactement ce qu'elle est. C'est de ce dont on parle. Un peu philosophe des fois, les sociologues? Bon, ils en sont un peu proches, surtout que la philosophie est la science mère. Elle a couché parmi toutes les autres sciences, la sociologie aussi. Mais la sociologie est quand même très démarquée de la philosophie. Aujourd'hui, il n'y a pas de confusion entre les deux. Parce que la philosophie, en fait, c'est le discours sur le monde. On cogite, on interroge le monde pour le comprendre. Questionnement. Tandis que la sociologie, c'est une science qui consiste à observer la réalité, analyser la réalité pour comprendre effectivement ce qu'elle est. Nous ne produisons pas seulement des discours, des réflexions. Nous analysons la réalité pour trouver son véritable nom. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la sociologie, le rôle de la sociologie est fait de trouver des noms pour nommer des choses. Comme nous allons le faire tout à l'heure, appeler chaque chose par son nom. Et ce qui choque souvent dans mes propos... Mais pas des discours aussi compliqués que celui que je suis en train d'écouter en ce moment. Non, pas des discours compliqués. Ça veut dire que si il est lancé, appelons le chat, chat. C'est ça qu'il est. Appelons le chat, chat. On n'en est qu'à la présentation. C'est de ça qu'il est question. Alors, vous êtes très relax ce soir. Isabelle, bonsoir. Bonsoir, bon après-midi. Non, nous sommes en soirée. Bonsoir. Un peu paniqué. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Oui. Donc, vous avez insisté à en parler à visage découvert parce qu'aujourd'hui, c'est un combat pour vous. Ah oui. Vous pensez que vous êtes guéri? Oui, oui. Vous avez pensé les blessures? Ah oui. Vous avez pardonné? Oui, oui. D'accord. Alors, voilà le panel. Hein. Et puis, je tiens à rappeler que vous aussi, vous faites vivre l'émission grâce à vos contributions sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement « Intime Conviction » au pluriel. Intime Conviction au pluriel sur votre moteur de recherche Facebook. Vous verrez la publication qui a déjà été faite en rapport avec le thème de ce soir.
et vous pourrez réagir d'ores et déjà. Alors, voilà donc le décor qui est planté à ce témoignage. Alors, pour des raisons de préserver quand même l'anonymat de certaines personnes, nous avons choisi la production de l'émission, nous avons décidé avec vous de préserver le lieu des événements. Donc, on ne dira pas ce soir où les événements ont eu lieu. Alors, Isabelle, vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 25 ans. Oui. Je suis jeune fille mère. J'ai été victime du viol. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Ah, d'accord. Oui, puisque après le viol, j'ai eu un autre enfant. Mais Tout à fait. Normalement, par amour, enfin, par la première aussi, elle est aimée, hein, ça il faut le rappeler. j'ai été aimée, elle est aimée, mais ce n'était pas, je ne m'attendais pas. Oui, bien sûr. Je ne m'attendais pas, c'est arrivé. Bon, je fais mon témoignage ce soir parce que aujourd'hui, je suis très fière parce que je vois mon enfant. J'ai été violée par un homme de Dieu. J'avais 14 ans en ce moment. Et directement, c'était la grossesse. Mais ça n'a pas été facile pour moi. Parce que j'ai parcouru... Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire que vous êtes orpheline. Vous étiez à l'époque, à 14, vous aviez 14 ans au moment des faits. À 14 ans, Oui. ma maman vivait encore. Oui. Mais elle n'avait pas de moyens. On avait notre papa, je peux dire mon père adoptif. C'était un blanc. Il était aussi un prêtre. Quand la maman allait vers lui, elle expliquait que voilà, j'ai des problèmes, mais je n'ai pas de moyens pour pouvoir payer l'école de mes enfants. Il a alors dit que, ok, je vais prendre tes enfants, je vais t'aider. Et il allait voir les sœurs. Les sœurs, il a mis les sœurs en contact avec ma maman. C'est comme ça qu'en 2000, les sœurs me prennent. On ne va pas donner les lieux. Hein. En 2000, les sœurs me prennent. Je suis donc partie là-bas, j'ai commencé l'école. Et chaque vacances, on me ramenait auprès de ma maman. Et c'était donc comme ça. Votre bourreau était là-bas déjà? Non, il n'était pas encore là. C'est un autre curé qui était d'abord là. Lui, il est venu après. Oui, c'est après. Mais quand il avait commencé, j'ai essayé de dire, on m'a menacé. Ah, il a commencé avec des gestes. À faire quoi? Il a commencé par... Quels sont les signes qui vous ont alarmé? Puisqu'il demandait qu'on aille chez lui, lui donner les coups de main, nettoyer, faire des ménages. Et c'était comme ça. Puisque nous, on était loin. La première fois que vous êtes allé, vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, il avait commencé quand j'étais encore... Donc, je n'avais même pas de communication. C'était bonjour, bonjour, puisque moi, j'étais enfant de cœur. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Je servais à l'église. Pour la première fois, il n'avait rien fait. Mais il avait voulu tester. Oui, il avait voulu tester. C'est-à-dire? Il a commencé à me lancer le langage. J'ai dit aux sœurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a essayé de mettre, bon, je vais dire, parce qu'il a essayé de mettre le film porno. Je n'ai pas voulu voir, j'ai baissé la tête. Quand vous êtes venu, donc ce jour-là, quand j'ai fini le ménage, oui, quand j'ai fini, lui. oui, je voulais partir et brusquement il est arrivé. Oui. Et quand il est arrivé, il m'a appelé, il m'a dit que attends un peu dans la chambre. J'ai dit quoi? Il a dit attends un peu. Et c'est comme ça que... Il vous a appelé dans la chambre? Oui, puisque c'était le Boucaro. Là où ils étaient, c'était un Boucaro. Il y avait le salon et la chambre. Donc tu nettoies la chambre, tu nettoies le salon partout. C'était donc comme ça. La première fois, il a voulu tenter. Moi, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas pu. Il a tenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis le film et il a insisté que je voie ce film pornographique. Vous aviez 14 ans? Oui. Vous aviez déjà regardé des films pour adultes? Je n'avais jamais vu. Et qu'est-ce que... C'était la première fois. Je baissais la tête. J'avais honte, je baissais la tête. Il a insisté que regarde. J'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, il a eu peur. Il m'a laissé. La deuxième fois, j'ai essayé de dire à les sœurs que voilà, elle a tenté de me vouloir faire un truc. Il vous a touché pendant que vous regardiez? Oui. Ah oui. Mais quand on l'a appelé,
On nous a fait une assise, il était là. Il a nié. Les sœurs a tapé sur moi que je suis en train de mentir. Pourquoi je mens? Il avait touché vos parties intimes, il vous avait déshabillé, c'était allé loin? Non, il ne m'avait pas déshabillé. La première fois, il ne m'avait pas déshabillé. Mais il m'a touché au niveau de la poitrine. Oui. Je lui ai dit que non, c'est pourquoi. Il a dit que non, laisse-toi aller. Je lui ai dit non. J'ai commencé à crier. Mais il a nié devant les sœurs ont bastonné sur moi. Mais quand la sœur, celle qui nous gardait, c'est elle qui nous dirigeait là-bas, elle était partie en Italie. Voilà là où le coup a été passé par derrière. Elle n'était pas là. Oui. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé? Quand il m'a violée, c'était dans la soirée. Mais qu'est-ce que Et vous étiez allé faire quoi là-bas? j'étais allée faire le ménage parce que tous les autres enfants étaient déjà partis en vacances. Mais pourquoi vous continuez d'aller faire le ménage là-bas alors que vous aviez des doutes? Puisque ce que moi j'ai eu à dire, ils n'ont pas accepté, ils m'ont toujours envoyé, les sœurs m'ont toujours envoyé, puisqu'ils n'avaient pas accepté. Ils m'ont bastonné que moi je mentais, j'étais en train de mentir. Et quand vous êtes retourné là-bas, quand il vous a vu, vous l'aviez dénoncé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'a pas agi parce qu'il savait ce qu'il... Donc c'est comme s'il était préparé. Il n'a rien dit, il n'a pas agi. Il a dit seulement que pourquoi tu dis des trucs comme ça? Je lui ai dit que je ne dis pas des trucs comme ça, pourquoi? Puisque moi je ne connais pas ce que tu veux. Il me dit que reste tranquille. Mais ne crois pas ce que tu es en train de vouloir faire là, tu vas réussir, tu ne vas pas réussir. Alors vous étiez encore vierge? Oui, oui. Vous étiez encore vierge? Oui, d'accord. Alors le jour où cela s'est passé, vous êtes venu pour faire le ménage et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fini de faire le ménage, c'était en soirée, j'ai fini de faire le ménage, je voulais... il faisait déjà 17h, vers les 18h comme ça. Il a fermé puisque le camp de nous, des sœurs, était en haut. Lui, il était un peu bien retiré par en bas, le camp des hommes de Dieu. C'était donc comme ça, il a fermé la porte. À cet âge, il devait avoir peut-être 28 ans. Hein. Moi, je ne... Et vous, 14 ans? Oui, et je n'avais pas la force pour débattre avec lui. Il m'a coincé contre le lit et il a encore mis ce film pornographique. Et il a mis les petites serpents parce qu'il y a un petit serpent en jouet là. Moi, je croyais que c'est le vrai serpent, comme c'est vert, c'était comme les mambas verts là. Il a dit, si tu cries, le serpent, ça va te mordre. Je suis restée tranquille, soit la vie, soit la mort. Dans la tête, que quand on te dit que tel tout ça te pique, tu vas mourir. Quand tu es petite, tu crois. Et quand il a fini de me violer, je ne parvenais pas à marcher. Je suis arrivée. Donc quand il a terminé, il vous a chassé? Oui, il m'a fait... Non, il m'a fait partir. Puisqu'à l'heure là, les soeurs dormaient déjà, il était 22h, il m'a libérée à 22h. Il vous a fait partir comment? Il m'a fait sortir. Pendant tout ce temps, vous êtes resté de 18h à 22h, qu'est-ce que vous faisiez? Enfermé. Oui. Enfermé quand il a fini, puisqu'il m'avait attaché contre le lit. Il m'avait menacé, il m'avait attaché contre le lit. Et ce qu'il avait posé, je ne pouvais pas crier. Parce que je disais que si je crie, le serpent devait me mordre. Je n'ai pas crié, je suis restée tranquille. Et quand il a fini, je ne parvenais plus à marcher. Puisque j'ai dit pour la première fois, on ne m'a pas cru. La deuxième fois, moi, j'ai eu peur. Parce que j'ai dit que si je dis encore, on va dire que je suis en train de mentir. Donc, j'ai eu peur. Comme on m'avait tellement menacé, bastonné, je n'avais plus le courage d'aller vers les sœurs et leur dire, je suis rentrée, je suis restée dehors. Jusqu'à 1h, je suis entrée, dormie. Et quand on me demandait... Vous n'avez pas fait votre toilette? Est-ce qu'il devait avoir du sang qui a coulé? J'avais du sang bien même. L'habit était bien trempé du sang. On m'a demandé, j'ai dit que je ne sais pas. Mais j'ai fait 4 jours. Je ne sortais pas, je ne marchais pas. J'ai demandé que j'avais l'abcès alors que ce n'était pas ça. Parce que j'avais peur que... Je devais encore dire à les sœurs, ça devait être autrement. Je suis restée tranquille. Et c'est comme ça, après, quelques temps après, le sommeil, moi je ne connaissais pas. Je dormais, le sommeil, je partais en classe, je dormais. Eux, ils avaient compris. Bon. Mais vous dites que vous avez dit à votre maman, mais elle ne vous a pas cru. Je n'étais pas avec la maman. J'étais encore chez les sœurs. Je n'étais pas encore arrivée chez la maman. C'était chez les sœurs. C'était aux sœurs que je disais
que voilà telle situation. Ils ne m'ont pas cru, ils m'ont bastonné. Parce qu'on n'était pas dans les mêmes villes, là où ma maman était. Donc, ce n'était pas ma maman, c'était les soeurs. Et c'est comme ça qu'ils m'ont pris, ils m'ont amené dans un autre village. Ils ont essayé de faire, moi j'étais là comme un mouton, je marchais seulement, entre ici j'entrais, et ils ont su que j'avais déjà quelque chose. À quel moment est-ce que vous savez que vous êtes enceinte? Moi je ne savais pas, je ne peux pas vous dire que je connaissais. Mais Parce que il est bien arrivé un moment où vous êtes monté sur la table et vous avez poussé un être humain et sorti. Non, Non, je n'avais pas poussé, je n'ai pas accouché par la voie normale, je suis passée par la césarienne parce que je n'avais pas de bassin. Attendez, donc jusqu'à ce que vous montiez sur la table pour qu'on ouvre votre ventre et qu'on retire l'enfant, vous ne saviez pas que vous étiez enceinte? Non, je savais déjà. À quel Moi moment je vous disais avez su? quand le ventre avançait. Vous avez découvert Parce comment? qu'au départ, quand la grossesse était à 1 mois, les soeurs, puisque je dormais beaucoup, c'est là où les soeurs m'ont amené dans une autre ville, village, pour aller faire les tests, je ne sais pas. Bon, moi, je ne connaissais pas, puisque j'étais naïf, je ne connaissais pas. Là où on m'a amené, entre ici, j'entrais, on me touchait au bas-ventre, tout ça, tout ça. Et après, on m'a ramené là où il y avait ma maman. Et on a dit à ma maman que voilà, voilà, voilà. Et 7 jours même, il a voyagé avec nous. Il est venu par derrière, il est venu voir ma maman. Il a demandé à ma maman de ne pas lui dénoncer, qu'il va assumer et qu'il va s'en occuper. Et ma maman a dit que je ne peux pas. Elle est partie voir sa copine, que son mari était un procureur. Et cette femme est venue comme témoin. Elle est venue s'asseoir et pour écouter, oui. Puisqu'il était là, il n'y avait personne, puisque moi j'étais chez les sœurs. Et bien après... Est-ce que les sœurs, finalement, elles ont cru à votre histoire? Ils n'ont pas cru. C'est après ils ont fait les enquêtes. Et plus tard, des années plus tard, qu'ils ont compris que c'était réel. Donc, ils se sont dit que si vous avez pris cette grossesse de quelqu'un d'autre. Oui. Et puisque après, il m'a pris, il m'a ramené chez sa maman. C'est chez sa maman qu'on est parti me faire accoucher là-bas. Il s'est entendu avec votre maman pour vous amener chez Oui, sa parce que mère. oui, il a voyagé avec moi et ma maman était là, puisqu'il a demandé à ma maman de partir voir là où je devais rester. Et nous sommes partis. Sa maman a commencé à se taper que si ma maman ne venait pas, elle allait boire le remède, mourir devant son fils. Que c'est quelle honte que son fils lui ait ramené. Donc ça n'a pas été facile. Puisque pour moi, d'abord les étapes, je dormais même dans les maisons abandonnées. Avec la grossesse là, je dormais parce que j'avais tellement eu de menaces. De la part de qui? Des sœurs, donc de tous les côtés. Je n'avais pas la paix. Alors, quand vous êtes sorti de l'anesthésie, de la salle d'opération, comment était racontez-nous votre première rencontre avec votre enfant? Bon, quand je suis sortie, j'ai fait 2 jours. J'ai fait 2 jours. J'ai vu l'enfant, j'étais contente. Malgré que je suis passée par la césarienne. À quel moment est-ce que vous avez intégré que, ok, vous allez garder votre enfant? Parce qu'il y a des personnes qui, immédiatement... Puisque la maman a dit que j'étais très petite, les sœurs m'ont gardée chez eux jusqu'à que le ventre a commencé à évoluer. C'est là où ils m'ont ramené. C'est là où il est venu me prendre pour partir avec moi chez sa maman. À quel moment est-ce que vous avez commencé à aimer votre fille? Parce que vous l'aimez, connaît votre histoire. Oui, je l'aime très bien. À partir d'1 an, puisque après la maman a dit, bon, bref, c'est arrivé. Elle a pris l'enfant et je continuais encore l'école. Après ça, j'ai continué les études. Donc vous l'avez aimé tout naturellement? Oui, je l'aime. Vous lui avez raconté l'histoire? Oui, elle connaît l'histoire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Aujourd'hui, elle a 9 ans, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas ce qu'elle en pense. Mais elle ne m'en veut pas. Parce que c'est pas... Qui lui a parlé de l'histoire? Puisqu'elle est encore chez les sœurs. Elle est chez les sœurs actuellement. Vous leur avez laissé votre enfant? Oui, puisque après, pour se racheter, ils avaient fait les enquêtes. Ils avaient trouvé que j'avais raison. Maintenant, pour se racheter,
Ils ont pris l'enfant. On L'enfant prend avec soin de l'enfant. oui, mais je m'en occupe, je fais tout, et l'enfant est chez eux. Ils ont dit que quand je serai stable, quand je veux me marier, il faut me remettre l'enfant. Alors, vous avez dit que vous êtes en contact avec votre bourreau. Comment est-ce que ça se fait qu'il vous écrit des fois? Moi, Je veux dire que, est-ce que c'est il vous dit quoi? Il vous dit qu'il vous aime, il vous demande pardon, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, moi, je n'ai pas de contact avec lui. Moi, je ne sais pas comment il a fait. Il a cherché, il m'a cherché jusqu'à m'avoir. Il a écrit. Pour la première fois, il m'a écrit. Ça m'avait dérangé parce que j'étais d'abord bien traumatisée. J'ai fait des années bien traumatisée parce que j'avais dit pourquoi moi. C'est comme si tout pour moi était... Donc, c'est comme si pour moi, la vie ne me disait plus rien. C'est comme si... ma vie était différente des autres. Je m'enfermais beaucoup. Donc, je sais pas. Et il vous dit quoi? Vous vous dites quoi? Non, bonjour. Puisque avant, je ne voulais même pas répondre. Mais on m'a demandé de répondre pour voir sa réaction. Bonjour, comment tu vas? Il vous dit Bien. qu'il vous aime? Non, non. Non, non. Il vous demande pardon? Il ne demande pas pardon. Il a reconnu? Mais il veut me rappeler encore l'histoire. Oui, Pourquoi? il veut me rappeler l'histoire. Il dit que j'ai fait ça parce que Ah. les prêtres ont de l'argent. Comment je connaissais ça? Parce que? Parce que il a dit j'ai fait ça parce que les prêtres ont de l'argent. Ah, il essaie de se racheter une conscience peut-être? Peut-être. D'accord. Alors, entre-temps, vous avez réappris à aimer? Bon, c'est pas facile. Parce qu'il y a parfois, il m'arrive pour rien comme ça. Je me mets en colère. Puisque vous avez fait un enfant, Oui, après, oui. Bon, elle a quel âge? c'est un garçon. Il a 3 ans. C'est un garçon. Je l'ai fait après parce que j'avais une charge qui pesait. Soi-disant, quelqu'un est venu en disant que je vais t'épouser. On était même déjà fiançailles, tout ça. Mais après, j'ai découvert que j'étais la 4e mère de son enfant. J'ai dit, c'était un désordre total. Et c'est ça qui m'a fait, j'ai dit, bon, comme si c'était une trahison. Et ça m'a beaucoup Ça choquée. vous a affecté. D'accord. Alors, on a écouté cette première partie. Hein. Vous restez avec nous de toutes les façons pour les autres détails. Moi, je vais prendre la première réaction, hein, la première lecture de vous, Norbert Nadier. Vous êtes psychologue. Alors, quand vous écoutez une histoire comme ça, première réaction, qu'est-ce que vous dites? Quelle est la première lecture que vous en faites? Déjà, le cas que nous venons d'écouter et que j'écoute avec beaucoup d'admiration. Admiration? Oui, Pourquoi? admiration parce que je vois une dame qui, à son jeune âge, a fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Elle a été courageuse d'en parler parce que très souvent, lorsqu'on est victime des situations pareilles, on est dans une peur extrême. On est en quelque sorte tétanisé. Ce qui fait qu'il y a un isolement et on n'a pas tendance à s'ouvrir aux autres. Mais la dame, tout jeune, à 14 ans, a quand même eu le courage, après la première tentative, malgré le poids spirituel qu'elle avait, d'extérioriser sa frustration auprès des sœurs. C'est déjà un courage, c'est pourquoi je dis, je suis un peu impressionné par Mais comment le est-ce courage. que vous expliquez ce courage-là? Oui, le courage lui est sans doute inné, parce que dans la situation que nous avons, elle a eu beaucoup de foi, puisqu'elle est chrétienne. C'est ce qui l'a poussée vers l'extériorisation de ce qu'elle vivait. Et elle l'a fait auprès des personnes les plus indiquées, notamment les sœurs à qui elle faisait carrément confiance. Alors, le premier regard que nous jetons sur cette situation nous fait penser, a priori, qu'elle a voulu partager son expérience comme elle avait peut-être l'habitude de le faire avec les sœurs. Pour guérir? Vous pensez qu'elle est guérie? Elle avait besoin d'un certain soutien. Oui. Elle voulait qu'on lui dise en fait un certain nombre de choses qui lui auraient fait plaisir. Mais c'est le lieu où la situation commence à être douloureuse. Parce qu'au lieu d'entendre ce qu'elle aurait voulu, elle a plutôt eu carrément l'opposé.
aller jusqu'à battre sur elle, ce sont des situations assez difficiles. Et qui peuvent amener la victime à se refermer Naturellement, et à penser que c'est elle le problème. c'est elle le problème. Parfois, elle va même se dire qu'elle vit dans deux mondes en fait. Il y aura une forme de double personnalité où elle est dans un monde réel où elle vit une situation et en face d'elle, il y a d'autres qui vivent une autre situation, qui estiment que cette situation n'est pas vraie. Elle peut croire que le problème c'est elle et se replier sur soi. On a eu des signes pareils où la dame s'est carrément repliée un peu sur elle, mais je continue d'admirer le fait qu'elle ait pu très tôt extérioriser sa frustration. D'accord. Alors, vous êtes sociologue, docteur Magloire Ndokmo, mais aussi vous avez fait le petit séminaire, mais aussi vous avez commis un ouvrage justement par rapport aux usages de la religion catholique. Hein? C'est pour ça aussi justement que vous êtes sur ce plateau. Première lecture de l'histoire d'Isabelle. Bon, première lecture de son histoire, je dirais qu'elle est le miroir de la société. Elle est le miroir de la société. Effectivement. En général. En général, ceux dans laquelle nous vivons, surtout de nos sociétés africaines qui sont en pleine constitution. C'est une brave femme, très courageuse, qui a pu traverser tous ces obstacles de sa vie pour se retrouver là. Vous suivez quand elle parle. C'est vrai, on ne va pas dire qu'elle est arrivée au terme de son processus de guérison, mais on sent quand même une femme plus ou moins équilibrée. Oui. Et puis, ce que je remarque aussi, c'est une femme qui assume pleinement sa foi, mais qui réussit à dissocier sa foi de l'erreur qu'un homme de Dieu a posée. Et c'est ça aussi, c'est admirable, parce que habituellement, ce qu'on constate, c'est que des personnes traumatisées par une expérience difficile dans l'église se retrouvent quasiment de l'autre côté. Ah oui. Et c'est l'expression et leur révélation relève en quelque sorte de toutes les frustrations qu'on accumule de l'autre côté. Mais c'est une femme qui est guérie, mais donc qui prend le courage de raconter tout ce qui s'est passé. Maintenant, comment s'est passée son histoire? J'aurais dit que nous sommes dans un monde de plus en plus où l'individu est de plus en plus sacrifié, où les mécanismes d'encadrement, de suivi sont de plus en plus manquants. Elle est passée par là. Elle est passée par ces... Première étape, ça n'a alarmé personne, et puis on l'a rejeté dans la gueule du loup, et puis finalement c'est arrivé. Il faut croire que l'entourage a sa part de responsabilité. Alors, Christine Moukoussa, quand vous écoutez l'histoire d'Isabelle, je veux dire que, quelle est la lecture que vous en faites? Est-ce que c'est qu'elle est forte naturellement, ou bien c'est à la suite d'un travail Déjà, je l'admire parce que j'admire son courage, parce que je pense que c'est à la suite d'un travail qui a été vraiment bien fait, parce que nous la suivons un peu depuis un moment. Au départ, ce n'était pas très facile. Bon, je l'admire parce qu'au départ, elle était vraiment renfermée. Peut-être qu'elle n'a pas tout dit, mais j'admire le fait déjà qu'elle ait accepté de témoigner à visage découvert, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas souvent très évident. D'accord. Alors, on va prendre d'abord la petite pause, pour juste derrière prendre la petite pause avec les vidéos. Hein, on me fait signe de l'autre côté. Vous nous avez envoyé donc vos réactions par WhatsApp avant l'émission. Le thème a été posté sur la page de l'émission. On prendra donc quelques-unes de vos réactions et puis juste derrière, nous allons lancer le débat. Quelles sont les responsabilités de l'entourage des victimes de viol? Ça sera juste derrière. Il y a des questions à se poser. Qui est fautif? Pour moi, peut-être c'est la femme qui a porté des habits extravagants et l'homme n'a pas pu résister et a commis l'acte. Soit c'est peut-être l'homme qui a voulu commettre l'acte et peut-être la femme ne pouvait pas se débattre, ou bien peut-être aussi les deux ont été en accord et quand la relation a commencé à basculer, peut-être elle a décidé de prendre ça pour un cas de viol. Mais dans tout cela, moi je me dis que c'est toujours la femme qui perd. Donc quel qu'en soit le cas de viol, c'est toujours elle qui regrette, puisque si elle est enceinte et elle doit s'occuper de l'enfant, l'homme de Dieu peut s'en foutre de ça et continuer sa vie. L'entourage d'une victime de viol se doit de la soutenir, car lui apporter du soutien, de la reconnaissance, de la solidarité et même de l'aide représente un atout énorme.
Parce qu'une victime de viol, c'est une personne qui émotionnellement est instable, socialement ne vit pas sa vie. Donc, elle a besoin, en fait, d'une assistance pour pouvoir surmonter ce combat face à la société. Oui, nous sommes là dans le phénomène du recul du religieux, de la recrudescence des viols. En effet, la famille, tout comme l'entourage, a sa part de responsabilité dans ce genre de situation, c'est-à-dire l'enfant qui naît dans la société et qui en fait est victime d'un fléau social de la part d'un ministre du culte. Il a dit que parfois la véritable responsabilité revient à la personne qui a été victime du viol au regard de son mode vestimentaire, comportemental et ses rapports avec le ministre du culte qui est en fait le représentant de l'amour, la paix sur terre. Il a aussi dit que le ministre du culte est un être humain, raison pour laquelle parfois il est tenté à émettre certains comportements déviants. Voilà. Mais bon, les hommes de Dieu, quand vous signez un vœu de chasteté, bon, après on l'a dit, hein, des brebis galeuses, il y en a partout, malheureusement. Alors, on va entrer justement dans le vif du débat. Quelles sont les responsabilités de l'entourage des victimes? Alors, il y a plusieurs acteurs. Donc, quand on regarde les cas de viol, il y a la victime, il y a le bourreau, et puis il y a l'entourage. Comment? Qui est coupable au premier degré? Au premier degré, nous avons tendance à jeter un regard culpabilisateur sur l'entourage de la victime, étant donné que c'est cet entourage qui est censé prendre la victime. Donc pour vous, du bas. le responsable en premier, c'est l'entourage? Oui, en premier, l'entourage a un grand rôle à jouer. Ensuite, dans le soutien des personnes victimes de ce genre de dérives, surtout des dérives sexuelles. Mais que vous le disiez, c'est un peu étonnant, mais où est-ce que vous situez le bourreau dans ce cas? Oui, le bourreau, on peut le mettre au second plan, mais la déviance est déjà consommée. Une fois la déviance consommée... Pourquoi est-ce qu'il vient en second alors que c'est lui qui pratique l'acte de faire le mal? Oui, comme je le disais, il vient en second pour la simple raison que la déviance est consommée et il faut passer tout de suite à autre chose, c'est-à-dire soutenir la victime. Et puisqu'il faut soutenir la victime, en tant que psychologue, mon regard sur la situation concerne beaucoup plus l'entourage de la victime. Je pense que si la dame avait eu ce soutien de la part de son entourage, on aurait eu une situation carrément différente. Donc là, on ne parle pas que de son cas, on parle maintenant du cas de tout à fait en général. Là, on est dans le vif déjà du débat. Hein, ça, on en a parlé justement. Parle de... Est-ce que vous pensez, pareil, l'entourage, en premier chef à accuser lorsqu'il y a viol? On peut dire oui aussi, que ce soit l'entourage, d'un point de vue du sociologue, mais là, parce qu'on va analyser les mécanismes de production du viol. C'est pour ça que nous allons mettre davantage l'accent sur le cadre social dans lequel le viol s'opère. À quel moment est-ce que l'entourage est coupable? Bon, l'entourage est coupable en ce sens que les mécanismes du viol, les facteurs de viol ont été tous réunis sans que rien ne soit fait. Non, je veux dire qu'en général, dans le cas général, c'est pas seulement pour elle. Bien sûr. Je dis en général, qu'est-ce que l'entourage fait? Le fait d'exposer la victime dans des situations de manque de sécurité, par exemple. Le fait de savoir, de soupçonner le bourreau. Oui, on parle des enfants et des femmes. Le fait de soupçonner des bourreaux et de ne rien faire. Soupçonner, comment est-ce qu'on peut arrive à soupçonner? Soupçonner, ça veut dire que vous avez, encore qu'il faut qu'on soit dans un espace social où on porte un peu d'attention vis-à-vis des uns et des autres, pas dans une société broyée comme la nôtre. Soupçonner, ça veut dire, vous voyez quelqu'un, un homme, donc qui pour vous semble avoir des comportements sexuels pas conventionnels. Mais comment est-ce qu'on lit que ma gloire normale le fait par exemple de savoir que parce qu'on ne commence pas le premier jour par le viol. Il y a peut-être des petits attouchements qu'on fait souvent, que les violeurs vont faire souvent. Et lorsqu'il y a ces attouchements qui sont faits, alors il faut déjà sonner l'alerte. Et puis commencer à prendre des dispositions. J'ai l'habitude de dire que tout violeur est un malade.
Et donc, le regard que je pose sur le violeur, il est davantage un regard je vais dire, je mets davantage l'accent sur la prise en charge j'ai envie de dire psychopathologique du violeur plutôt que celui du juge. Pourquoi? Parce que je connais comment ça se passe pour qu'on en vienne à violer. Un être humain normal, équilibré, ne peut pas violer. Pour que vous passiez, ça veut dire pour que vous puissiez exercer des pratiques, ce crime sexuel sur les enfants, mais il faut que vous soyez déséquilibré. Et ce déséquilibre, par exemple, s'exprime en quel thème? En termes de votre incapacité à pouvoir vous contenir. Lorsque vous êtes incapable de continence sexuelle vis-à-vis de la femme, vous êtes malade et vous devez être pris en charge. Et maintenant, votre entourage, l'entourage ne doit pas laisser la victime à disposition de tels bourreaux. Et autre chose aussi, ce qui entretient ce même phénomène dans notre société, c'est l'impunité. Par exemple, si on s'en tient à son cas, et comme à tant d'autres cas, moindres, en général, pour les cas de viol. Si on s'en tient à son cas, et à bien d'autres cas que nous connaissons dans nos familles, comme dans les familles voisines, c'est toujours l'impunité. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'impunité est le meilleur moyen de faire entretenir l'injustice dans le monde. Et il n'y a pas plus grand crime. Violer, c'est une chose. Violer est un crime. Mais en ce qui me concerne, je pense que violer n'est pas le plus grand crime. Le plus grand crime vient après, à savoir l'impunité. Encore que l'autre crime qui est aussi à côté, c'est le manque de suivi, de prise en charge de la victime. D'accord. Alors dites-nous, Christine Moukoussa, est-ce que vous avez eu souvent des cas où la victime est devenue le bourreau après? C'est-à-dire que vous avez un homme qui a été violé, vous avez un petit garçon qui a été violé enfant, et demain il reproduit le même geste. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'encadrement, et après... Oui, cela peut arriver souvent. Bon, c'est vrai, c'est des cas rares, mais ça arrive. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, quand on est victime de viol, si après un manque d'encadrement, on n'est pas suivi, le suivi n'est pas là, ça peut être une femme, ça peut être une fille comme un garçon, hein, parce que les garçons aussi sont violés. Ce n'est pas seulement le cas des filles. Oui. Demain, on peut se dire, bon, étant donné que le bourreau n'a pas été appréhendé ou alors n'a pas été inquiété d'une manière que ce soit. Je ne sais pas, peut-être le psychologue est mieux placé pour nous expliquer, je ne sais pas comment ça se passe dans son esprit. Oui. Pour que lui-même parvienne à se transformer en... Oui, tout à l'heure, il nous dira ce qu'il y a dans la tête d'un violeur. Mais vous êtes d'ailleurs en campagne pour cela. Sur le terrain, pour libérer la parole, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous me dites que récemment, vous avez justement eu le cas d'un enfant qui a été violé dans la famille. Personne n'est au courant. La pauvre petite, c'est pendant que vous parliez qu'elle avoue qu'elle a été... Mais comment est-ce que vous arrivez à faire... Qu'est-ce que vous dites aux enfants? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes femmes? Quels sont les signes qui devraient alerter? C'est pour ça que nous, on sensibilise aussi beaucoup les familles. Parce que... Quels sont les signes? Les signes qui devraient alerter une maman, un papa? Voilà, vous pouvez avoir votre enfant à la maison. Par exemple, si vous voyez que votre enfant a l'habitude d'être trop ouvert, de trop jouer, d'être vraiment très vaillant, mais à un moment, vous le sentez se renfermer et tout, posez-vous des questions, allez vers l'enfant. Il y a des moments où l'enfant veut même parler aux parents, mais le parent ne l'écoute pas. Et c'est ça qui est mauvais. Quand le parent n'écoute pas un enfant, l'enfant va se renfermer. Par contre, il faut toujours, et comme on le dit souvent, on enseigne les parents, vous-même parlez à votre enfant, apprenez-lui les parties de son corps, dites-lui, telle partie, on ne doit pas toucher parce que c'est les parties intimes. Donc, à quel âge? À partir de 3 ans, 4 ans, on peut déjà... Et vous, quels sont les mots que vous utilisez pour leur dire, ok, lorsqu'on vous a touché, il y a la signalétique jeunesse qui s'affiche. Quand vous avez touché la poitrine, c'est mauvais. Quand vous avez touché le kiki ou bien la foufoune, comment est-ce que... Bon, maintenant, le langage... Parce que là, c'est des mots de... Justement, le langage... à la télévision. Justement, chez nous, qu'est-ce qu'on leur dit? Justement, le langage dépend de la cible. Si c'est un enfant peut-être de 4-5 ans, tu vas d'abord lui demander ici c'est quoi. Il va te dire, il faut d'abord que lui te dise comment ça s'appelle. Parce que les enfants, là, les tout petits, ils connaissent. Il va te dire ici c'est ceci, là, c'est quoi, c'est le toutou, machin. Maintenant, ce sera à toi de lui dire non, on appelle ça comme ça. Ici, tu sais qu'il faut cacher. Et déjà, même pour une petite fille, par exemple, même pour un petit garçon, il sait que bon, c'est les parties qu'on cache généralement. Même quand l'enfant est nu, il a toujours au moins
le caleçon, on va lui dire que ici, là, parfois, si tu veux te laver, on ne touche pas, hein. Personne ne touche, toi-même tu te laves. Il faut apprendre même la toilette dès le bas âge. Même quand vous lavez l'enfant, vous-même, sa maman, ne lui touchez pas n'importe comment. Comme ça, il va apprendre en grandissant qu'on ne doit pas me toucher là-bas, n'importe comment. Et dès qu'on me touche, il faut n'ayez pas peur, il faut trahir, il faut dire. Je me serais aussi attendu que vous me parliez de ces fameux tontons. Il y a des tontons hein, dans des maisons, dans des quartiers, pas forcément dans les maisons, les tontons du quartier, qui vont voir passer les petites filles. Voilà ma femme, hein, ma femme. Comment on a idée de parler de sa femme? C'est vrai que généralement, ça n'attire pas souvent trop l'attention des parents parce qu'on se dit c'est juste un tonton, il aime bien l'enfant. Bon, mais avec toutes les dérives qui se passent actuellement, nous, on invite vraiment les parents à être vigilants. Oui. Donc, les tontons qui mettent les enfants sur les genoux et tout ça, il faut faire attention. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, c'est la question qui va un peu déranger, hein, est-ce que des fois, il n'y a pas des victimes qui fabriquent leurs bourreaux? Est-ce que des fois, les bourreaux ne sont pas fabriqués par les victimes, par certaines victimes? Des situations pareilles peuvent de temps en temps arriver où des adolescents ou même des enfants arrivent à pointer quelqu'un qui n'a pas commis un forfait. Parfois, ils sont dus à des perturbations. Ah non, je ne parle pas de ce genre. Quand je parle de fabriquer, c'est-à-dire que j'ai pris l'enfant à... vous êtes une maman, vous avez une adolescente à la maison, vous avez votre beau-frère éloigné ou bien un beau-frère par alliance qui est dans la maison et la jeune petite adolescente passe tout le temps avec la serviette ou bien elle a déjà des caractères sexuels secondaires. Oh oui, les caractères sexuels secondaires sont développés. Voilà, et elle se permet de passer torse nu devant. Est-ce que c'est pas un peu fabriqué aussi? Ah, vous voulez parler de la provocation des actes, des comportements déviants en matière de sexualité. Oui. C'est vrai qu'avant de passer à l'action, il y a toujours eu une intention préalable. On peut se limiter à l'intention. Et j'aime bien dire, c'est le comportement chez tout le monde, la pensée elle est libre. Quand vous voyez une situation, vous pensez à tout. Mais il arrive que vous vous limitez à votre pensée primée et vous dites la chose telle que vous l'avez vécue. D'accord, donc il n'y a rien qui excuse. Oui, et par moment, vous pouvez secondariser la pensée. Il arrive très souvent, régulièrement pour lire les signes d'une certaine déviance sexuelle, vous allez vous rendre compte que celui qui a l'intention va secondariser la pensée. Je prends un exemple, en vous regardant peut-être Aline, et il va vous dire, bon, vous êtes très jolie. Il a secondarisé la pensée. Mais en principe, dans son « vous êtes jolie », il veut dire en français facile, j'ai envie de vous faire l'amour. Donc quand quelqu'un le dit, il faut comprendre que la pensée primée a été secondarisée. Donc dans des comportements, dans des situations pareilles où on est en famille, il arrive très souvent que les jeunes filles ou les jeunes garçons soient des provocations pour leur bourreau. Et à force de penser, l'esprit construit l'action. L'esprit ne cesse de construire et plus tard, on doit passer de la pensée à l'action. Donc forcément, après, pour éviter cela, il faudrait vivre dans... Ça, c'est pour la base, en tout cas pour la cellule familiale, poser des bases de sorte qu'il n'y a même pas ces pensées. On reviendra dessus parce que du côté de la réalisation, on fait signe qu'on va prendre justement le dessin parce que pour le cas d'Isabelle qu'on a écouté tout à l'heure, il y a eu un enfant. Maintenant, on a pu avoir le docteur Cyrielle Nana qui va nous dire comment est-ce que elle réagit en tant que médecin quand elle a en face d'elle un cas de viol. Et par la suite, on prendra aussi le docteur Bellinga qui nous dira lui aussi comment est-ce que lui, en tant que médecin, réagit lorsqu'en face de lui, il a une personne victime de viol et qui est enceinte. Lorsque je reçois ce genre de cas, c'est un cas à part. Premièrement, je mets la patiente en confiance. Après avoir identifié la patiente, je la mets en confiance. Je fais un atmosphère familiale. Je laisse la patiente se défouler à fond, de s'exprimer. Et par la suite, je donne des conseils sur l'avortement, à savoir la définition, les types d'avortement, les causes d'avortement, les conséquences. Et je fais comprendre à la patiente que ce qu'elle veut commettre, c'est une interruption volontaire de grossesse
qui est puni par la loi, selon le code pénal 337, d'un emprisonnement allant de 15 jours à 1 an et d'une amende allant de 5 000 à 200 000 francs CFA. Et à la fin, j'inscris la femme, mais je l'envoie au service social de l'hôpital où je l'inscris dans notre fondation Solidarité Parents-Enfants qui s'occupe des femmes victimes de viol, dont je suis la directrice des affaires sociales. Et plus tard, je donne rendez-vous à la femme. Un jour, 2 jours plus tard, je dois suivre cette femme. La première des choses chez une jeune fille qui a été violée, la toute première des choses, c'est de demander un bilan de santé. Après ce bilan, nous établissons aussi un certificat médical. Si le rapport a été sans préservatif, et puis nous pouvons la mettre sous traitement, déjà pour prévoir en cas du VIH. Donc nous la mettons immédiatement sous traitement, sous ARV, et puis nous remettons le certificat médical à la famille. Et pour le moment, vous savez très bien que dans notre pays, le Cameroun, l'avortement n'est pas autorisé. Oui, l'avortement n'est pas autorisé. Vous avez vu que les médecins ils sont unanimes. Hein. Lorsqu'il y a grossesse, même si c'est à la suite, vous gardez votre bébé. Je pense que ce qu'il faut faire, qu'à la limite il faut faire hein, quand c'est arrivé, c'est de rapidement se rendre à l'hôpital. Il y a la pilule du lendemain hein, pour ces cas-là. Mais après, passer l'étape de la pilule du lendemain, ça deviendra certainement autre chose. Hein? Qu'est-ce que... Oui, généralement, après un viol, la première chose que la victime doit faire déjà, ne pas se laver, c'est diriger directement vers un centre hospitalier. Il y a des services de prise en charge qui s'occupent généralement de ces cas-là. Comme le médecin l'a dit, on va vous faire des examens et après, on vous fait une prophylaxie, on vous met sous traitement post-exposition pour éviter les maladies contagieuses. Si vous êtes une femme qui saigne déjà et tout, on vous donne la pilule du lendemain. Et puis vous revenez après le traitement, je crois que ce soit 1 mois après, pour refaire les examens. Et on vous donne le certificat médical. Et je vais attirer l'attention de tout un chacun de la population, ne gardez pas les violeurs chez vous. Dénoncez. Alors votre caméra, c'est celle qui est juste en face de vous. Oui. Voilà, je vais attirer l'attention de tout le monde, des populations. Dénoncez les violeurs, ne les gardez pas. Parce qu'il y a des gens, le sociologue l'a dit. Même quand c'est la famille. Parce qu'il y a des familles même qui quand c'est la famille. oui. Oui, parce que nous voyons souvent des cas où le papa même viole ses enfants, filles comme garçons. Et les mamans, elles le savent, mais elles gardent ça. Il faut dénoncer les violeurs. Si on ne les dénonce pas, ça ne va qu'empirer, ça ne va jamais cesser. Mais comment est-ce que vous expliquez, Dr Magloire Ndokmou, justement ces phénomènes où il y a beaucoup de familles, on en a rencontré, beaucoup de femmes qui refusent de dénoncer le bourreau de leurs enfants parce que c'est leur compagnon ou bien leur mari? Je crois que on a un travail à faire, on a un travail de sensibilisation à faire pour que les gens puissent comprendre que on gagne nettement mieux à dénoncer qu'à protéger. Et je crois que cela relève aussi des usages de la justice chez nous. Parce que vous savez que c'est facile de transférer une institution comme par exemple la justice moderne, qui est quasiment parfois externe à la société elle-même. Elle est externe à la famille, elle est externe à la société, de sorte que les représentations que les gens ont de la justice font que
il ne faut pas exposer la famille à la justice. C'est une humiliation familiale que d'exposer un membre de la famille à la justice. Mais sauf qu'il faut travailler l'éducation, les anciens. Il faut travailler pour changer les. Mais est-ce que ça ne va pas faire gens. exploser finalement la cellule familiale que vous, entre autres, un sociologue, mais sauf essayez de protéger? Si on dit que ça va faire exploser la cellule familiale, nous vivons dans une société déjà d'explosion. Laquelle, la nôtre camerounaise ou bien en général? La nôtre. La nôtre est en cours. La société globale est explosée depuis. La nôtre est aussi en cours. Et maintenant, la justice doit venir s'intégrer harmonieusement dans le tissu familial que nous avons. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est les représentations qu'on a de la justice. Oui, ça se passe, c'est le cas dans les familles lorsque les femmes sont battues par leur mari, on n'expose jamais. Lorsque les enfants sont battus abusivement, violemment par les parents, on n'expose jamais jusqu'à ce que mort censure. Donc je crois que c'est un travail d'éducation qu'il faut faire. Et puis aussi, il faut que la justice fasse un travail important pour pouvoir se rapprocher de plus en plus des populations. Parce que c'est très facile. Pour qu'elles connaissent leurs droits, Bien sûr, et pour qu'ils comprennent que les usages sociaux de la justice, ça fait partie du quotidien. Il faut que ce soit les affaires, que les gens croient les affaires de Yaoundé, les affaires du parquet. La loi, elle est faite pour quoi? Pour pénétrer dans la société. Sans corruption. Pour pénétrer dans la société et réguler les rapports sociaux. Et je voudrais dire quelque chose à la suite des médecins. La question de la prohibition de l'avortement. C'est vrai, la loi interdit l'avortement, sauf quelques cas rares, qui sont vraiment tellement rares que nous n'avons pas besoin de les mentionner parce que rares sont des personnes qui pourront en bénéficier. Mais je voudrais dire que c'est facile de dire dans notre société l'avortement est interdit. C'est facile de le dire et de dire coupons le débat, il ne faut pas qu'on en parle. Mais je crois que les parlementaires sont urgemment interpellés sur la question. Parce que toutes les lois, les lois elles sont humaines. Les lois elles sont humaines. Je vais dire quoi? Je vais dire que si les lois vous trouvez qu'il ne faudrait pas... Je trouve qu'il faut me remettre sur débat. Vous savez pourquoi je le dis? Non. Parce que je suis sociologue et je sais exactement comment se fait la pratique de l'avortement dans notre pays. Et moi, je crois que les dérives que nous avons en matière d'avortement au Cameroun sont dues pour l'essentiel de cette prohibition sans aucune exception. Moi, j'ai cru que vous alliez faire le rapprochement avec notre débat du jour concernant le viol. Bien sûr, je voudrais effectivement ce que je vais dire. Prenons par exemple le cas du viol. Mais j'ai l'habitude de dire, si vous portez un enfant issu d'un viol et que vous gardez cet enfant, être violé c'est une chose. Porter la croix de l'enfant c'est une autre charge que nous faisons porter à la victime du viol. Encore que si vous n'êtes pas suivi, c'est-à-dire suivi parce que nous savons que habituellement, le suivi, c'est le viol s'ensuit du déni de grossesse. Si vous n'êtes pas suivi, vous portez une lourde charge sur vous. Et donc, je voudrais dire qu'il n'y a pas de questions taboues dans la République. Toutes les questions doivent être mises sur table, même la question de l'avortement ou non, la prohibition ou non des interruptions. Parce que vous semblez aussi nous dire que... doivent être remis sur la table et débattus. Oui, parce que vous semblez aussi nous dire que quand pour les cas de grossesse issue de viol, bien sûr, laisser la liberté à la concernée d'en juger. Parce que moi, j'estime que si vous pensez que vous pouvez assumer, parce que l'enfant n'est pas le fruit de la haine, l'enfant est le fruit de l'amour. Mais si après, bien sûr, l'enfant est le fruit d'un amour de deux personnes, pas de la maman, du père et de la mère. Oui. Et donc, dans une situation pareille, en situation de viol, moi je crois que la personne devrait, et je crois que nos parlementaires sont urgemment interpellés sur la question, devraient choisir entre soit garder l'enfant ou soit s'en débarrasser. Parce que s'ils choisissent de garder l'enfant, alors ils assument. D'accord. Et ce ne sera pas un poids pour eux. Dites-nous, Norbert Nadier, vous êtes psychologue, comment est-ce que vous arrivez à ce que la victime accepte le fruit de son viol? Déjà, les cas de viol de grossesse liés au viol sont des cas de grossesse assez particuliers. On sort carrément de l'ordinaire. Et nous sommes déjà dans une bonne situation parce que nous préparons déjà les sages-femmes dans ce domaine, puisqu'il y a des grossesses ordinaires qui sont très simples, elles sont volontaires, comme le sociologue le disait si bien. Dans les cas pareils, il devient difficile dans la mesure où l'on doit jouer sur deux éléments importants de la psychologie d'une femme enceinte, à savoir l'enfant imaginaire qu'elle se construit durant sa grossesse et l'enfant réel
qu'elle aura après l'accouchement. Mais concrètement, qu'est-ce que vous leur dites concrètement De à ces manière, victimes-là de manière concrète, pour accepter? oui, pour accepter la grossesse des gens, nous nous focalisons sur l'enfant et non sur ce qui a causé l'enfant. D'accord. Mais comment est-ce que la maman va oublier que... parce que il y a bien quelqu'un qui pose la graine. La Naturellement, graine n'arrive pas tout seul. et elle n'arrive pas toute seule. Si la graine n'arrive pas seule et que nous avons la graine quand même, et que nous réussissons à aimer la plante que j'aime, il est possible que même celui qui pose la graine soit également aimé, que l'on passe à autre chose. C'est pourquoi je disais, l'on se focalise sur la personne de l'enfant qui est à naître. D'accord. Alors, je vais prendre quelques réactions sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez sur votre moteur de recherche Facebook Intime Conviction au pluriel. Voilà, et puis vous pouvez poster votre commentaire. Il y en a tellement. Merci d'ailleurs d'être nombreux tous les soirs comme ça à participer à ce programme. On va prendre des réactions. Renaud Eboto qui nous dit: il y a des sujets sur lesquels vaut mieux ne pas s'aventurer. Ils sont très sensibles. Au Cameroun, près de 40% de la population est catholique. En disant des choses déplacées sur les prêtres, vous vous attirez des foudres de plus de 10 millions de personnes. Donc ça, c'est Renaud Eboto qui estime qu'on ne devait pas parler de viol qui concerne les prêtres. Il y a Emmanuel Niemet qui dit: vous les parents qui laissez les enfants habillés en déviant, tout ce que vous voulez, ces jeunes filles qui n'écoutent pas leurs parents. On a aussi, voilà, c'est d'ailleurs le témoignage de cette téléspectatrice du Togo, voilà, qui nous a envoyé son témoignage dans la messagerie privée de l'émission. Vous êtes certainement en train de lire son témoignage. Elle a failli être violée par un prêtre qui était par ailleurs son oncle, et sa sœur aussi a failli être violée par le même personnage. Alors, il y a Gaëtan Miafo qui dit: les prêtres sont des hommes, mais au-delà, à violer une jeune fille, c'est regrettable. Voilà. Donc, il y a Stéphanie Mouabak, je ne sais pas pourquoi elle dit ça d'ailleurs. Ce ne sont pas seulement les prêtres qui violent, donc, mais 3 points de suspension. Si vous nous disiez ce qu'il y a après le donc. Alors, Hilaire qui nous dit: l'entourage direct de cette jeune a catalysé les conditions qui ont conduit au viol. Les sœurs ont ignoré les premières plaintes de la jeune fille de 14 ans. Cette plainte aurait pu être une alerte, mais là, ça c'est Hilaire Donago Kana qui le dit, c'est vrai. Alors, Marielle NW dit: ne restons pas figés sur le fait que ce soit un prêtre ou un autre homme de Dieu. Le viol est un crime, c'est tout. Arrêtons de trouver des raisons assez criminelles en parlant d'habillement de la victime ou du fait qu'elle se soit retrouvée seule avec lui. Alors, Roger estime que le viol, c'est le sport favori de plusieurs soi-disant hommes de Dieu. Alors, il y a Thierry Ngom Montiti qui nous demande de faire attention à notre thème, qu'on ne devrait pas parler de viol. Il y a Olivier qui nous dit: ce genre de personne a fait tout pour être prêtre d'église. C'est vraiment un refuge pour certaines personnes mal intentionnées. Et puis, il revient: être mineur, être orpheline, être violée par un prêtre, tomber enceinte à la suite d'un viol, tomber enceinte à 14 ans, ça fait plusieurs traumatismes et beaucoup de souffrance pour cette femme. Peu de personnes sortent de cette situation-là, au-delà des mécanismes psychologiques individuels qu'elle aurait déployés. Il faut saluer le travail du soutien social qu'elle aurait bénéficié. Ça, c'est vrai. Hein? Qui vous a aidé, premier chef? Si aujourd'hui je m'exprime, c'est que j'ai l'envie de revivre, puisque à un moment je n'avais plus l'envie de vivre. Pour ça, je disais que la vie, je ne veux plus vivre. Oui. Qui vous a donné la force? C'est Lorenata. D'accord. Puisque j'ai été formée. Oui, non, c'est l'une de la copine de ma maman qui a informé que voilà, on est en train de sensibiliser, puisqu'elle connaissait mon histoire. C'est elle qui fait part à ma maman. Et puis j'ai
pu suivre ces formations. Est-ce que vous êtes arrivé enfin, vous allez nous dire tout à l'heure hein, si vous êtes arrivé comme ça à faire que les autres libèrent la parole. Alors, on va prendre la synthèse juste derrière. Oui, malheureusement, hein, l'émission elle tire déjà à sa fin. Vous vouliez développer un autre pan pour sortir. Bon, pour sortir de ça. Sur la psychologie, vous disiez? Bon, sur la psychologie, j'aurais bien voulu, en me servant du cas d'Elisabeth, envoyer déjà un message à toutes les personnes qui sont victimes des situations pareilles, et également les familles de ces personnes, notamment ce que nous avons appelé l'entourage. Oui. Vivre une situation de viol ou être victime d'une déviance sexuelle, c'est carrément un fardeau que l'on porte avec soi toute sa vie. Et porter un fardeau et ajouter le fardeau de l'entourage, c'est très compliqué. C'est pourquoi j'exhorte les victimes à parler à quelqu'un. Il faut parler à quelqu'un. Et ceux qui écoutent les victimes aussi doivent apprendre à écouter. Écouter étant tempéré, écouter en laissant du temps, écouter sans jeter un regard culpabilisateur sur l'autre. Parce que la personne qui souffre en nous est très attentive au regard que nous posons sur la personne. Et si dans le regard, ils lisent la culpabilité ou alors un certain jugement, ça posera problème. C'est pourquoi aussi bien les victimes doivent parler pour se libérer, parce que c'est la réaction. Oui. Et les personnes qui écoutent également doivent être très tempérées. Très fines. Oui. Envers ceux-là qui s'ouvrent à elles. Naturellement. Alors, Christine Moukoussa, nous sommes en train de sortir au pas de course. Un message à l'endroit des familles, des victimes. Oui, pour sortir, je vais dire déjà que le viol est un crime. Le viol est un crime vraiment impardonnable. Alors, j'exhorte les familles, l'entourage, de ne pas garder le secret, bref, de ne pas protéger les violeurs. Dénoncer dès que vous sentez, dès que vous avez une preuve de viol, que ce soit autour de vous ou dans la maison, dénoncer. Et si c'est votre compagnon, votre conjoint, ayez le courage de dénoncer. Et de faire comment, de rester là? Non, de le quitter. Vous ne pouvez pas rester avec un homme qui passe autant à vous violer les enfants. C'est que vous-même, vous n'êtes pas... Je vais dire, vous êtes complice, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Comment est-ce que vous allez rester avec un homme qui viole les enfants, ses propres enfants, vos enfants? Certains vont dire que par amour. J'espère que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. L'amour, on ne doit pas aimer non plus que ses enfants. D'accord. Magla Nombo, nous sommes en train de sortir. Pour sortir, je l'ai dit, il y a une question qu'il ne faut pas... Ce serait vraiment injuste qu'on l'aborde. Oui. À savoir la question du prêtre qui viole. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui... Hommes de Dieu en général. Hommes de Dieu en général. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des privilèges qui sont les leurs pour abuser des personnes. Oui. Et bien, je crois que au sein de l'Église, on en a de manière très récurrente. Oui. Et d'ailleurs, c'est un cas comme ça. Et donc, j'ai suivi une internaute tout à l'heure qui disait on n'a pas le droit d'en parler. Mais si vous soyez prêtre, quand vous commettez une injustice, vous devez la réparer. Il n'est pas question qu'on soit au sein de l'Église ou pas. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, sous l'impulsion du Vatican, l'Église est de plus en plus encouragée à dénoncer des personnes comme ça. Ça veut dire qu'un prêtre qui abuse d'un enfant au sein de l'Église doit être dénoncé. Même s'il faut déplorer le fait que dans notre société, dans notre société africaine, on a l'habitude à protéger. Vous avez d'ailleurs dit qu'il y a une commission. Oui, il y a une commission qui a été créée au Vatican. L'Église elle-même passe à dénoncer les prêtres violeurs qui... D'accord, il nous fait signe que c'est terminé. Hein. Vous dites un mot gentil, juste un mot gentil, quelques secondes pour votre fille. Oh,
Elle s'appelle Claudia, je l'aime beaucoup, je l'aime de tout mon cœur. Mais je voulais passer aussi pour dire à certaines filles de dénoncer, qui franchement, parce que le viol c'est un crime, ils doivent dénoncer. Et les parents doivent être attentifs, ils doivent beaucoup écouter. Parce qu'il y a les rejets familiales. Donc franchement... Si on avait encore un peu de temps, vous l'aurez dit en anglais, parce que j'ai l'impression que vous serez bien senti à l'aise dans la langue de Shakespeare. Son nom. J'aime beaucoup mon bébé, c'est tout. Voilà. Donc on a fait le tour. Hein. Merci de nous avoir écoutés. On espère que après ce programme, vous aurez vous allez pouvoir libérer la parole. Pour celles qui veulent, pour celles qui ont été victimes de viol, vous contactez tout simplement la messagerie privée de l'émission. Je vous mettrai en contact avec Christine Moukoussa ou alors avec Norbert Nadier, voilà, qui est psychologue, et vous pourrez peut-être, hein, c'est tout le mal qu'on vous souhaite de toutes les façons, sortir de l'enfer de ce que c'est que le viol. Merci d'avoir été d'un autre. Vous êtes très nombreux à avoir réagi sur la page Facebook de l'émission. Ne vous inquiétez pas, juste après le programme, Dr Mablan Dormo, il est très actif sur les réseaux sociaux. On va pouvoir échanger avec vous, continuer la discussion sur les plateformes. Merci d'avoir été d'un autre. On se retrouve lundi prochain quand il sera 21h30. Bonsoir.